Bon, j'espère que vous êtes... on peut s'arrêter là, non? Vous ne pouvez pas tous sortir après cette magnifique pub d'Enedis. Hein? Chez nous, puisqu'ils ont un nouveau nom, on dit Enedis que des bêtises. Parce que voilà, on vous prend un peu pour des demeurés. Rapidement, à quoi sert un compteur en général? Ça a été dit, à compter l'électricité que vous mesurez. Et en 2009, il y a eu une directive européenne qui disposait qu'il fallait qu'on passe à une consommation d'électricité intelligente. Donc cette directive imposait la mise en place de compteurs électriques intelligents, c'est-à-dire qui permettaient de faire des économies d'énergie. Pour autant, à aucun moment, il n'était dit que ça devait être des compteurs communicants utilisant des ondes électromagnétiques. Parce que contrairement à ce qui a été dit là, il y a bien utilisation d'ondes électromagnétiques. Puis il y a une loi de transition en 2012 qui disait aussi qu'il fallait avoir des compteurs qui permettent, enfin, des dispositifs permettant de faire des économies d'énergie, d'avoir une consommation beaucoup plus fine. Là non plus, il n'était pas dit que ce serait le compteur Linky en l'occurrence. Pourtant, le compteur Linky a été lancé par ERDF à l'époque, avant qu'il s'appelle Enedis, en 2004. C'est-à-dire qu'ils ont largement précédé la demande législative. Alors en fait, nous à Robin des Temps, on est tout à fait pour les compteurs intelligents, mais pas pour le Linky. Mais pour le compteur intelligent, oui. Le problème, c'est que on a déjà des compteurs électroniques, qui fonctionnent très bien, qui ont une durée de vie prévue pour 60 ans, et qu'avec ce système, on va mettre des compteurs beaucoup moins performants, qui ont une durée de vie programmée de 20 à 25 ans. Donc dans 20 ans, on va recommencer le même truc, c'est-à-dire rechanger tous les compteurs. Et dans l'intervalle, on va devoir jeter des compteurs électroniques qui fonctionnent parfaitement. Et si on avait vraiment voulu, si l'objectif était vraiment de réduire sa consommation, il suffisait d'utiliser nos compteurs électroniques en utilisant quelque chose qui ne pose aucun problème, qui est le fil, notamment le fil téléphonique. Puisque en cas de panne, quand il y a un risque de blackout, ça arrive en hiver par exemple, on pompe beaucoup sur la production d'électricité. Si tout un quartier ou même une région risque d'être privé d'électricité, en passant par un système où on utilise le fil téléphonique qui est indépendant du système électrique, on a une information beaucoup plus fine, beaucoup plus rapide, parce que s'il faut renvoyer des informations au compteur, on peut le faire par un fil et pas par des ondes électromagnétiques qui dépendent elles-mêmes de votre alimentation électrique. C'est-à-dire que s'il y a un problème avec les compteurs Linky et qu'on communique avec les compteurs Linky qui ont cessé de fonctionner, vous resterez dans le noir. Donc le but du jeu, de la mise en place de ces compteurs sans fil, qui utilisent donc, ça a été dit, du courant porteur en ligne. Ce courant porteur en ligne, votre installation électrique n'est pas prévue pour ça. Votre installation électrique trimballe du 50 Hz, du courant de base. Et les fils ne sont pas blindés, ce sont des baies de fil en cuivre. Le CPL va se mettre, lui, à rayonner partout sur votre installation électrique. Ça, c'est ce qui a commencé de se mettre en place maintenant. Et donc, à proximité de ces fils électriques, vous allez avoir un rayonnement électromagnétique qui va rajouter une petite couche de pollution électromagnétique. Alors, il va y avoir après un autre dispositif, on en parlera au cours du débat, mais là j'essaie de présenter le dispositif tel qu'il est. Donc, ce qui a été retenu, c'est une communication sans fil. On aurait pu faire une communication avec fil, qui n'aurait posé aucun problème sanitaire et qui aurait été beaucoup plus efficace au plan technique pour réaliser ces fameuses économies d'énergie. Et donc, en fait, vous allez avoir des mises en réseau de ces compteurs avec un concentrateur qui va marcher par quartier. Et ces concentrateurs vont eux-mêmes être en communication avec la distribution centrale via de nouvelles antennes relais. Voilà, donc on va rajouter, contrairement à ce que demandent toutes les autorités sanitaires de France, mais aussi internationales, on va rajouter du rayonnement électromagnétique, donc de la pollution électromagnétique, alors que toutes les autorités sanitaires s'entendent pour dire que chaque fois que possible, il faut réduire cette pollution électromagnétique et certainement pas l'augmenter. On aurait pu faire différemment, on pourrait toujours faire différemment, mais il y a un objectif qui ne vous est pas dit et qui est derrière la mise en place de ce compteur, mais je vais garder ça pour le débat. Je vais faire un peu de suspense. Si. Et je vais passer la parole à Pascal.
Merci, bonsoir. Donc, je suis Pascal Julien, je suis conseiller de Paris et je porte un peu la position du groupe des élus parisiens sur la question des ondes en général, et d'ailleurs avec Étienne, nous avons l'habitude de nous voir, mais en général plutôt d'accord pour battre contre la pollution électromagnétique et exiger des opérateurs qu'ils abaissent notamment leur seuil d'exposition. Sur cette question du linkage, je voudrais d'abord apporter peut-être un complément d'information. Deux choses. La première, il faut bien avoir en tête, parce que le plan de propagande, là, très mauvais, ne montrait même pas ça. Il y a le compteur. Le compteur envoie ses informations vers un concentrateur, et chaque concentrateur reçoit environ les informations d'une centaine de compteurs. Ces informations sont allées du compteur vers le concentrateur par le CPL, ce fameux CPL dont on parlera tout à l'heure. Puis, ce concentrateur, à son tour, envoie les informations vers un centre de traitement de RDF, et ces informations, elles sont envoyées la nuit, entre minuit et 6 heures du matin, par onde électromagnétique, effectivement. Ça, il faut avoir ce schéma en tête. La deuxième chose importante à savoir, c'est qu'en réalité, il y a le compteur de base qui est installé, qui d'ailleurs, je le dis tout de suite, à moi, ne me pose pas plus de problèmes que ça. Voilà. C'est là que nous divergeons avec mon ami Étienne. Et puis, il y a autre chose qui pourra se faire. Parce que le compteur de base, il se contente de prendre la mesure globale de votre consommation, comme celui d'aujourd'hui, simplement plus fréquemment. De telle sorte qu'on peut construire ce qu'on appelle la courbe de charge, c'est-à-dire qu'on est capable de dessiner, ERDF est capable de dessiner votre courbe de consommation sur 24 heures, et ce chaque jour. Donc on voit, là, ça monte là, ça descend à 2 heures de l'après-midi, puis, puis ça remonte à 4 heures, puis il est capable de voir ça, cette courbe de charge. Mais c'est tout ce qu'il est capable de faire. Or, plus tard, parce que pour l'instant ça n'existe pas, l'usager pourra en savoir davantage. Il faudra pour ça qu'il paye à des opérateurs qui lui feront des offres, qui paye justement une offre, qui va lui proposer, alors là, un petit peu comme pour la téléphonie mobile, simplement ça ne pourra pas être la même jungle, parce que malgré tout, le compteur n'a que 10 sorties, si vous voulez, pour ça. Mais il y aura différentes propositions tarifaires qui vont largement complexifier ce qui existe aujourd'hui, vous savez, heure creuse, heure pleine. On a heure creuse, heure pleine. Il y a eu un ou deux autres dispositifs qui ont existé comme ça et qui permettaient à ERDF d'influencer la consommation afin d'adapter l'offre et la demande. Ça va être beaucoup plus fin quand ça se mettra en place, cette affaire-là. Ça sera beaucoup plus fin. Mais c'est vrai qu'à ce niveau-là, il y a une incertitude. Alors moi, je le dis à titre personnel, et j'expliquerai pourquoi dans le débat, je n'ai pas de problème avec le compteur de base, mais je reconnais qu'il y a une incertitude sur ce qui va venir après. Ça pose... En termes de pollution ? À tout point de vue. Alors, quels sont les points de vue qu'on va, j'espère, aborder, puis je vais vite finir. Moi, je vois plusieurs questions qu'il faut aborder. Et je pense que là-dessus sera d'accord. Les questions de santé. Est-ce que le Linky est dangereux pour la santé? C'est une question qui mérite d'être posée. Voilà. Deuxièmement, est-ce que c'est dangereux pour la liberté? Est-ce que c'est un mouchard? Dans quelle mesure est-ce un mouchard? Là aussi, ça mérite d'être posé. Troisièmement, est-ce que c'est un coût financier exorbitant pour la collectivité et est-ce que ça va entraîner un surcoût pour l'usager? Question tout à fait légitime à laquelle il faut être capable de répondre. Et puis, quatrième question à laquelle je suis très attaché, évidemment, est-ce que c'est un bon outil pour la transition énergétique? Voilà, 4 thèmes. Et je termine, parce qu'on a dit qu'on serait court. Sachez quand même aussi, c'est une info. Hein, la première info que je vous ai lancée, c'est compteur, concentrateur, centre de traitement. La deuxième info, c'est le compteur de base. Et plus tard, il y aura la possibilité
d'acheter des offres qui vous permettront, par exemple, d'avoir voilà, d'affiner votre tarification en fonction de vos horaires de consommation que vous aurez. Voilà. Et la troisième info, quand même, c'est que avant que Linky soit généralisé, avant de changer les 35 millions de compteurs, ça a été essayé, ça a été expérimenté pendant presque 2 ans à Lyon, 300 000 compteurs. Il y a donc un retour d'expérience assez important, hein, c'est pas rien, 300 000 personnes, sur 2 ans. Voilà, je voulais dire ça quand même. Et puis je crois que maintenant, il ne faut pas aller plus loin, puis il faut rentrer dans le débat. Si je termine par un truc quand même, parce que je crois que c'est une info qu'il faut porter, tu en diras plus que moi, mais j'ai appris, par Étienne d'ailleurs, que cette nuit, les députés se sont employés à vider, la nuit d'avant, oui, à vider la loi Abeille, qui est une loi protectrice de la santé, d'une partie de sa consistance. Et ça, c'est absolument dégueulasse. Je voulais... on ne va pas développer maintenant là-dessus, mais soyez attentifs, intéressez-vous à ça, parce que, quand même, on voit que les lobbies sont à l'œuvre. Vous pouvez poser des questions? Il y a une question là. Monsieur, allez-y. Peut-être que, je ne sais pas si c'est nécessaire que le micro, allez-y. Est-ce que vous pourriez... Oui, alors attendez. Toute la salle. J'ai 2 questions. Est-ce que vous pourriez nous dire clairement les avantages et les inconvénients de ce compteur? Et deuxièmement, est-ce qu'il est possible de refuser l'installation de ce compteur ligne? Alors, Oui, je suis d'accord avec toi, je dis rien si je ne suis pas d'accord. Alors, le truc le plus simple, c'est est-ce qu'il est possible de refuser? Oui. Alors, légalement, non. Non. Le droit est ainsi fait que, généralement, il avantage les gros et pas les petits. Et là, tout a été fait pour avantager le gros au détriment des petits. Donc, il a été fait question, enfin, il y a eu quelque chose sur le vote, enfin, le non-vote en fait de la mairie, mais par exemple, la mairie de Vanves a une délégation de service public en direction d'un syndicat de fourniture d'énergie qui s'appelle le CIPEREC, puisque c'est tout ce qui dépend de la petite couronne autour de Paris. Et en fait, la mairie de Vanves ne peut plus concrètement rien faire légalement. C'est-à-dire que, non, il y a délégation de service public, je vois le conseil municipal qui hoche la tête. On est en train de creuser tout ça avec nos conseils juridiques, on va encore avoir une réunion là-dessus demain. Et en fait, c'est ce syndicat qui peut dire oui ou non à Enedis en l'occurrence. Parce qu'en tant que personne publique, la ville, la collectivité locale, peut unilatéralement modifier les termes du contrat qui la lie à une entité comme Enedis. Enedis peut aussi modifier les termes du contrat qui la lie à vous. Et il y a quelques villes qui seraient pleinement, légalement, en capacité de dire non au Linky. C'est le cas de Paris, par exemple, qui n'a pas de délégation de service public à un syndicat fournisseur d'énergie. Donc la ville de Paris pourrait tout à fait dire à Enedis, écoute chérie, tu mets ton truc, mais je ne veux pas que tu utilises le CPL ou tu ne peux pas mettre le Linky. La ville de Paris est en capacité de le faire. Je ne pense pas qu'avec la majorité, l'échafaudage politique à Paris tel qu'il est, ce soit le cas, mais les villes qui ont gardé cette délégation de pouvoir public, de service public, peuvent le faire. Donc pour un particulier qui ne veut pas avoir le compteur Linky, vous êtes obligé de faire de la guérilla administrative, on va dire. Donc le moyen le plus simple, ceux pour qui c'est le plus simple, c'est ceux pour qui les compteurs sont à l'intérieur des habitations. Et là c'est très simple, ils ont grosso modo, Enedis a des objectifs, ils doivent aller très très vite. Donc il suffit de donner 3 fois de suite rendez-vous, de ne pas être là, au bout d'un moment ils abandonnent. C'est aussi bête que ça. C'est beaucoup plus compliqué pour les gens pour qui le compteur est à l'extérieur. Parce qu'on a vu que dans certains cas, les objectifs qui sont donnés aux sous-traitants qui installent ces compteurs sont de passer outre. Donc il y a eu déjà plusieurs violations de domicile, des gens qui ont installé malgré les oppositions répétées, écrites de particuliers qui ne voulaient pas l'avoir. Donc ce qu'on va faire, nous, bientôt, Revendez-toi, c'est de lancer un appel à ceux chez qui le compteur a déjà été installé pour entrer en procédure, parce que le droit français est ainsi fait qu'il faut que le dommage soit causé, soit constaté, pour que vous puissiez intervenir.
Et à partir de là, on a bon espoir de pouvoir obtenir quelque chose. Et donc les gens qui vont nous intéresser maintenant, entre guillemets, sur le plan du droit, ce sont ceux chez qui ça a été installé et qui ne sont pas d'accord avec ça. Alors maintenant, les avantages et les inconvénients. Je suis désolé parce qu'il y avait cette partie-là de la question. Les avantages, théoriquement, on nous dit c'est les économies d'énergie. De notre point de vue, à nous, Robin des Toits, c'est tellement pas leur objectif qu'à l'heure actuelle, on vous a dit, vous allez pouvoir voir quelle est votre consommation et intervenir dessus. Alors, tout ça se lit sur ce qu'ils appellent un truc déporté, je ne sais plus comment, j'ai un peu de mémoire. Enfin bref, c'est un écran déporté qui vous permet de voir votre consommation. Ben, ça ne vous est pas fourni, vous devez l'acheter. Donc vous voyez bien qu'il y a un vrai problème avec le fait de vous dire, vous allez pouvoir mesurer votre consommation, et le fait que ce fameux écran déporté ne sera fourni qu'aux gens qui sont titulaires des minima sociaux. Pour les autres, non. Donc on voit bien, alors vous êtes censé vous souvenir qu'il y a 24 heures, vous aviez mis ça et ça en marche, est-ce que vous allez vous en souvenir? Alors Pascal, tout à l'heure, rappelait l'expérimentation qui a été faite à Lyon, Greenlease, pendant 2 ans. En fait, on s'est rendu compte que les gens faisaient attention pendant 2 mois, en gros, parce qu'on venait leur installer le truc, puis après ils reprenaient leur façon de faire habituelle, et donc globalement, tout ça n'avait pas été très très convaincant. Et donc, c'est là que il faut voir qu'il n'y a pas tellement d'avantages pour vous. Ça va vous coûter de l'argent, entre 100 et 200 euros, qui va être rajouté à chaque facture, parce que ces compteurs ne sont pas gratuits, ils ont un coût, et ça va vous être refacturé par ensuite. Alors, entre 100 et 200 euros par an, en plus. 100 et 200 euros sur votre... Non, pas à chaque facture. Globalement, ça va être... Vous allez payer ce compteur, c'est variable, entre 100 et 200 euros. Ah, d'accord. Voilà. À l'installation du compteur. Non, vous n'allez pas le sentir, ça, votre facture de toute façon va augmenter. Voilà. Alors, maintenant, sur les non-avantages, alors, Pascal parlait de cette fameuse courbe, en fait, qu'est-ce qui est prévu? Qu'est-ce qui intéresse Enedis? On est dans un système de libéralisation du marché de l'énergie. Donc, le but du jeu, c'est d'installer ces compteurs, dans un premier temps. Puis, on nous dit à l'heure actuelle qu'on va nous mettre ce qu'on appelle un ERL. Je vais vous dire tout de suite ce que c'est, parce qu'on ne va pas vous faire du jargon trop compliqué. C'est un émetteur radio-linky, qui à ce stade reste optionnel. Simplement, nous, à Robin des Toits, on a un mauvais esprit, et on est persuadé que cet émetteur radio-linky optionnel va finir par devenir obligatoire. C'est-à-dire qu'on vous dira, si vous ne l'avez pas, vous allez rater différentes choses, on va vous pousser à l'avoir. Et cet émetteur radio-linky va s'ajouter au compteur Linky, et dialoguer comme une petite antenne relais. Ça va être un émetteur de champ électromagnétique avec tous les répartiteurs qu'il y aura chez vous. Donc il pourra dialoguer avec votre frigidaire, avec votre radiateur, avec vos radiateurs, votre cuisinière, etc., le chauffe-eau, tout ce qu'on veut. Et là, vous allez vous retrouver effectivement là, avec une pollution électromagnétique, là pour le coup très conséquente. Parce qu'à ce moment-là, vous serez dans des pièges à ondes en fait. Il y aura des faisceaux un peu partout chez vous. Donc, mais ce qui est intéressant pour Enedis, c'est qu'à partir du moment où ils sauront ce que vous faites chez vous, parce que cette courbe de consommation va leur permettre de savoir quelles sont vos habitudes chez vous, quand est-ce que vous recevez des gens, quand est-ce que, si vous êtes plutôt du soir, si vous êtes plutôt du matin, si vous utilisez plutôt vous prenez souvent des douches ou que vous ne prenez pas souvent de douche. Ça va permettre ensuite à différents acteurs, ce qu'on appelle le big data, recueillir toutes ces informations, et à différents acteurs ensuite de vous proposer toutes sortes d'offres directement adaptées à votre consommation. Et vous allez vous retrouver un peu comme maintenant quand on va chercher un billet SNCF dans le bon vieux temps. Voilà, moi si j'allais à Salbris, je savais que c'était aller-retour, ça coûtait tant. Si j'allais à Perpignan, ça coûtait tant. Maintenant, c'est impossible de savoir ça. À chaque fois, il faut profiter de l'offre ceci, il faut profiter de l'offre cela. On vous envoie des trucs sur Internet. À partir de 5 euros, vous y allez, c'est déjà mort. Et vous vous retrouvez un truc à 40 ou 50 ou 60 euros. Et bien, ça va être la même chose avec votre électricité. Il va y avoir une ouverture au marché libéral. Et ce qui vous coûtait un certain prix va être le fruit de spéculations diverses et variées. Donc, les avantages pour vous, il y en a zéro. Ça va marcher plutôt moins bien que les compteurs précédents, qui étaient beaucoup plus fiables, parce que les compteurs Linky fonctionnent en grappe, il suffit qu'il y en ait un qui tombe en carafe, et c'est toute la grappe qui tombe en carafe. Donc, globalement, ça marche moins bien, simplement, c'est nettement meilleur au niveau des acteurs commerciaux par rapport au profit attendu. Bon, là, les premiers désaccords apparaissent. Ça va être vivant. Oui.
mais c'est compliqué parce que ça part un petit peu en tous sens. Alors pour essayer de répondre à la question de monsieur, sur le droit de refuser, je suis d'accord avec ce qu'a dit Étienne. L'esprit, c'est qu'effectivement du droit, c'est que vous ne pourrez pas refuser in fine. Il faut savoir qu'en revanche, il n'est pas impossible qu'il y ait une certaine tolérance de la part de RDF, qui n'est pas obligé de changer 100% des compteurs, mais qui doit, selon l'Europe, en changer 80%. Donc, s'il y a quelques pourcentages de gens qui ne veulent pas, il y a une tolérance à la rigueur possible, mais surtout, si vous ne prenez pas le compteur Linky, alors on vous fera payer on vous fera payer plusieurs choses. C'est-à-dire, chaque fois qu'il y aura une panne, ça coûtera plus cher. Le relevé, notamment des annexes, il se fera à pied, et c'est vous qui devrez payer ce service. Voilà. Il y aura donc... bah oui, parce que le Linky évite le relevé des index. Vous savez combien de kilomètres font, j'ai lu ça, c'est incroyable, parcourent les agents EDF 11 millions de kilomètres par an. Et Linky va réduire globalement les mouvements de ces gens-là des 2 tiers. C'est donc une énorme économie que fait l'industriel, parce que la machine... Et le relevé confiance permet et effectivement, ce sont des emplois peu qualifiés qui vont disparaître. En revanche, d'autres emplois plus qualifiés émergeront sans doute, je le dis au passage. Monsieur, en tout cas, le relevé confiance, on fait le relevé confiance. En tout cas, sur l'affaire de refuser, alors, je donne notre position là-dessus. Hein. Nous, on n'est pas... voilà, on ne conteste pas en soi le Linky, on ne s'y oppose pas, mais on comprend que des gens s'y opposent. On comprend parce que c'était tellement mal emmanché, cette affaire. Quand on voit les documents qu'on a vus là, comment voulez-vous que des gens ne se révoltent pas contre Linky? Voilà. Il y a eu tellement d'arrogance, de prétention, de petits mensonges, parfois des plus gros, de la part d'Enedis, qu'ils ont très mal vendu un truc qui, finalement, serait passé s'ils avaient fait ça normalement. Car, de notre point de vue, Linky n'est pas le nec plus ultra de la transition énergétique tel que c'est vendu, on l'a vu là, mais ça n'est pas non plus la catastrophe annoncée par certains. Voilà, c'est une nouvelle génération de compteurs, qui un peu plus moderne, qui offre certains trucs que ne feraient pas les autres. Voilà, il n'y a pas de quoi en faire un plat, et on pense qu'en revanche, il y aurait vraiment des raisons, c'est dommage de se battre là-dessus, alors que les vrais combats nous semblent ailleurs, sur les antennes relais, sur les usages domestiques comme le Wi-Fi, sur ces choses-là. Là, il y a vraiment un combat à mener. Mais alors maintenant, en même temps, je me dis que si le Wi-Fi est l'occasion de faire de l'agit-propre pour que les gens réfléchissent à ce que c'est que la pollution électromagnétique, pourquoi pas? Voilà. Donc nous, on comprend que des gens refusent, même si nous, moi personnellement, j'accepterais compteur Linky chez moi, par exemple. Voilà. Mais si mon voisin veut refuser, ben, s'il peut donner des conseils, à la limite, amicalement, je leur donnerai. Mais ce n'est pas ma tasse de thé. Donc, sur les avantages et les inconvénients, bien comprendre quand même que l'énergie électrique ne se stocke pas et que son usage est de plus en plus répandu. C'était cité par quelqu'un tout à l'heure, la voiture électrique, tous les usages, voilà. Et que le problème, c'est de lisser actuellement les arguments du nucléaire, des pro-nucléaires, c'est vrai, une centrale nucléaire, ça a une production régulière, stable. Tandis que les énergies douces, le vent, le soleil, elles sont instables. Et de ce point de vue, il n'est pas inintéressant que le Linky permette un certain lissage. Le problème, c'est que ce lissage, il n'aura pas lieu dans le compteur de base que je vous ai raconté. Le compteur de base, c'est un compteur comme un autre. C'est quand vous allez acheter les options, les offres que j'évoquais tout à l'heure, l'ERL dont parlait Étienne. C'est là qu'on va voir comment les choses vont se jouer. Il y a donc une incertitude. C'est à ce moment-là qu'il faudra mener des batailles pour que les offres commerciales soient efficaces en termes de transition énergétique.
Voilà un petit peu notre... Alors, pour les avantages, il y en a d'autres. Une panne, par exemple, est détectée avec Linky extrêmement rapidement. Aujourd'hui, la panne, il faut attendre que quelqu'un téléphone à EDF, qu'on envoie des équipes qui vont ouvrir, vous savez, des trottoirs de tout un quartier pour savoir d'où vient la panne. Hein, ils font 5 trous, 10 trous pour voir d'où vient la panne. Avec Linky, on saura à peu près, on ira très vite au lieu où il y a la panne. Il y a donc un avantage à cela. D'ailleurs, je fais remarquer, et je terminerai là-dessus, le Linky est un investissement, mais il faut bien comprendre qu'il vient après une longue période de sous-investissement. Je suis bien d'accord que le Linky est un produit qui a d'abord été fait par les industriels, pour les industriels. Je n'ai pas de problème à dire ça. Mais dire ça ne signifie pas pour autant qu'il faut le rejeter. Il y a plein d'autres choses qui sont faites par et pour les industriels et qui sont quand même bien pratiques dans l'usage quotidien. Voilà, il ne faut pas jeter, comme on dit, le petit avec l'eau du bain. Voilà, donc, bon voilà, j'en dirai plus. Bon, alors, je vais vous plaisir la parole. Ok, je suis d'accord avec vous que, bien sûr, les antennes relais, etc., le Wi-Fi dans les écoles, etc., c'est un combat très important, mais le Linky aussi. Et vous avez parlé, monsieur, que ce compteur-là ne changeait rien par rapport à l'autre compteur tant qu'il n'y avait pas tous les machins, les petits bidules, le RL, etc. à côté. Or, nous sommes électrosensibles, nous sommes plusieurs dans la salle d'électrosensibles. Or, nous avons connaissance, dans le 19e, a témoigné dernièrement une jeune femme qui est devenue électrosensible. J'étais là, à cette réunion dans le 19e. Ah oui, très bien. Mais je suis resté dans la salle poliment. Je n'ai pas pris la parole, c'était impossible de la prendre de toute façon, tellement c'était le foutoir. Oui, voilà. Bon, donc cette jeune femme a témoigné. Nous avons d'autres cas d'électrosensibles dont la santé s'est aggravée suite à la pose de Linky. Et Étienne a clairement parlé du CPL. Alors, moi, j'aimerais bien savoir, parce que dans les documents que nous avons lus, les ondes vont rayonner. Le CPL va rayonner à l'intérieur des appartements et c'est mesurable. Et quand moi j'ai lu l'ANFR, c'est l'ANFR je crois, qui dit que c'est entre 0,8 volts et 1 volt par mètre. 0,25 et 0,8. Voilà. Eh bien, pour nous en tout cas, c'est énorme. On tombe malade avec ça et des gens vont devenir électrosensibles avec ça. Alors donc j'aimerais bien que Étienne réponde là-dessus. Alors, sur le rayonnement du CPL, en fait, il va être variable parce que Enedis communique très très mal sur le protocole CPL employé. Alors, courant porteur en ligne CPL, c'est-à-dire que tout dépend des fréquences qu'ils vont employer. Pour l'instant, il y a un protocole CPL 1 avec certaines fréquences. Si c'est un CPL 3, ça sera d'autres fréquences. Or, pour mesurer, il faut avoir des instruments de mesure qui ont des sondes adaptées à ces fameuses fréquences. Donc, on n'a pas encore de retour d'expérience là-dessus parce que chaque sonde coûte 80 000 €. Donc, voilà, juste une assoce, c'est un peu compliqué. Nous, on n'a pas encore pu le faire. On a différents moyens de voir que pour l'instant, globalement, là où on a pu le faire, mais on n'est pas sûr que RDF ait déjà tout envoyé. C'est-à-dire que pour l'instant, ils installent des compteurs, selon nous, et ils n'ont pas mis le dispositif en place, histoire qu'il n'y ait pas d'affolement parmi les gens. Donc, pour l'instant, on n'est pas sûr que le dispositif soit parfaitement en place. Et par ailleurs, on n'a pas encore les moyens complets de faire ces mesures. Alors, entre-temps, l'Agence nationale des fréquences, hein, c'est le gendarme de l'utilisation de ces rayonnements électromagnétiques, a fait des mesures opportunément juste avant le congrès des maires, c'est-à-dire juste avant que les maires soient démarchés par Enedis, etc., pour dire que finalement, avec le CPL, c'était des bricoles, quoi, entre 0,20 et 0,8, bon. Alors, bon, là, malheureusement, on est dans ce qu'on appelle de la propagande. Et c'est regrettable que la NFR, qui est un organisme public, ait trempé là-dedans. Pourquoi? Bon, d'abord, ils ont fait ça en laboratoire. Donc ça n'est pas dans les conditions où le Linky se trouve chez les gens. En laboratoire, c'est beaucoup plus facile, mais ça ne correspond en rien à l'ensemble des choses qui se trouvent chez vous. Et par ailleurs, il est bien spécifié à la fin qu'ils n'ont pas eu le temps, donc ils n'ont pas fait des mesures avec l'ERL, donc avec l'émetteur Radio Linky. Donc on nous dit que ça va cracher presque rien. Peut-être, on n'en est pas sûr. 0,8, c'est pas presque rien, c'est 800 millivolts. C'est énorme, nous devons vivre en dessous de 10 millivolts pour que vous Alors, tout dépend. Tous les gens qui sont présents éteignent leur portable parce que madame a oublié de le demander et je pense que ça, c'est effectivement quelque chose de beaucoup plus important que les ondes de Non, mais elle a parfaitement raison. 0,3, 0,8, c'est pas du tout anodin.
Simplement, tout dépend de l'endroit où se trouvent les fils électriques dans une habitation donnée. Et ça, tout le monde ne le sait pas, d'ailleurs, premièrement, mais vous pouvez tout à fait avoir votre lit qui se trouve à proximité de ces fils, par exemple, ou un endroit où vous allez passer beaucoup de temps dans la journée, à proximité de ces fils. Et effectivement, ça va rayonner. Mais non seulement ça va rayonner, mais tout ce qui sera branché sur le secteur, votre machine à café, vos lampes, etc., tout va se mettre à rayonner. Donc vous aurez, partout où vous utilisez de l'électricité, vous aurez un rayonnement CPL, qui sera, voilà, entre, on ne sait pas exactement, minimum 0,3, effectivement, sans préjuger de ce qui va se passer ensuite avec l'émetteur Radio Linky et tous les petits bijoux qui vont communiquer à l'intérieur des habitations. Ce rayonnement dont vous parlez, quand le compteur est intérieur à l'appartement ou extérieur, est-ce qu'il y a une différence due à la distance? Aucunement. Donc ça passe par les fils intérieurs de l'appartement. Tout à fait. Un frigo rayonne des ondes électromagnétiques. Se mettra à rayonner à partir de ce moment-là. Mais aujourd'hui, avec un compteur lambda, est-ce qu'il rayonne ou pas? Est-ce qu'un four électrique rayonne quand vous en servez? Oui, bien sûr. Oui. Ouais. Donc, de ce côté-là, on n'est pas prémunis, c'est ce que je voulais vous faire. Ah non, on ne sera absolument pas prémunis. D'accord. Mais simplement, vous ne vivez pas la tête dans votre frigo, quoi. Non, certes. Voilà, c'est le fond de la question, quoi. Bah, tu veux dire quelque chose? Oui, je veux dire. Tout à l'heure, j'ai réagi, mais en fait, moi, je parlais du compteur. C'est le rayonnement du compteur Linky, du compteur lui-même, qui, à 20 cm du compteur, émet entre 0,25 et 0,8. À 20 cm. C'est-à-dire, aussi loin, il émet presque. Enfin, je veux dire, on ne sent plus rien. C'est ce qu'on lit sur les sites. Le CRIREM a plutôt validé le système Linky, ce que les opérateurs, qui d'habitude sont toujours anti-CRIREM, ne manquent jamais une occasion de rappeler. Alors, sur le compteur, voilà, pour son émission. Le compteur émet, oui, mais celui qu'on a aujourd'hui, le compteur bleu ou le compteur blanc, émet aussi. Et à peu près autant. Oui, mais près des Ensuite, ça émet, c'est à propos du CPL. Et le CRIREM aussi. À propos du CPL. Alors, le CPL, le premier qui m'a expliqué ce que c'était, c'est Étienne. Parce que moi, je ne connaissais rien de tout ça, et je suis entré dans le débat sans aucun préjugé. Et avec une chargée de mission, Sybille Bernard, on a enquêté, on a auditionné tout le monde, les pour, les contre, les trucs, les machins, on a lu pour essayer de se forger notre propre opinion, comme on a eu des élus, finalement, prendre une position, que je vous ai résumé tout à l'heure. Donc, sur le CPL, c'est Étienne le premier qui m'a raconté, et je reprends ton image parce qu'elle est bonne, hein, le CPL, voilà, l'électricité c'est une voiture, hein, sur la route, le CPL c'est le nombre et la nature des personnes et des objets que vous mettez dans la voiture. Bon, voilà. Alors, mais depuis, au-delà de cette métaphore, je suis allé un petit peu plus loin quand même. Et en réalité, tu as raison de dire qu'il y a plusieurs CPL, qui sont, en fait, ta métaphore, j'en vois moi aussi la limite maintenant, qui sont de nature différente. Il y a le CPL 1, et c'est là-dessus que Enidis a fait ses expérimentations. En réalité, il l'a fait, mais celui qu'il va injecter, c'est le CPL 3. Le CPL 3 qui est de basse fréquence, basse tension, c'est-à-dire qu'il va lentement. Il n'a aucun effet thermique. Il est comparable à tout point de vue, fréquence, modulation, puissance, il est comparable à l'ADSL qu'on utilise pour Internet. C'est la même chose. Quelles sont vos sources quand vous dites ça? Alors, les sources sont variées, mais je suis prêt, si vous me donnez votre adresse Internet, à vous envoyer le document que nous avons rédigé au groupe des écologistes de Paris pour élaborer notre position. Je ne les ai pas toutes en mémoire. Voilà. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai visité le centre, enfin une espèce de showroom qu'a Enidis pour présenter son Linky. Et c'était au début de mon enquête. Et je leur ai demandé, mais est-ce que ça émet des ondes électromagnétiques, le CPL? Ah non, pas du tout. On dit pas du tout, zéro. Il dit, non, pas du tout. Et il a fallu, mais que j'insiste pendant une demi-heure pour leur faire reconnaître que ça émettait.
infinitésimalement, un tout petit peu. Et c'est ce que j'appelle les petits mensonges. Tout à l'heure, j'aurais dit, mais pourquoi il n'est pas dit tout de suite que ça émet, mais que ça émet si peu qu'effectivement, pour que ça fasse mal, il faut vraiment coller, foutre la tête à l'oreille du machin pendant 24 heures pour peut-être avoir une migraine. Pourquoi vous n'avez pas dit ça? C'est pour ça qu'ils ont récolté ce qu'ils ont semé. À force de vouloir tout idéaliser, de jamais dire la vérité dans sa totalité, ils génèrent parfois des rumeurs, des trucs comme ça. Voilà, en fait, c'est aimé, mais extrêmement peu. Comme la DSL. Voilà. Oui, bonsoir. Vous avez parlé des concentrateurs. Où sont-ils installés? Est-ce qu'ils seront dans la rue ou est-ce qu'ils seront dans les copropriétés? Non, et ça va marcher par quartier, en fait. Mais vous parlez de 80 Linky pour un concentrateur. Donc, une centaine de compteurs. Oui, vous avez des copropriétés qui font déjà 50, donc ça fait 2 immeubles. Ils seront dans la rue ou dans un des 2 immeubles? C'est tout petit, concentrateur. Ouais. C'est un boîtier comme ça, concentrateur. Entre les compteurs et le concentrateur, c'est quoi? C'est du fil. Entre les compteurs et le concentrateur, c'est du fil. Mais c'est du fil qui... CPL. Ah, c'est du fil. Mais CPL. Mais CPL. Mais le concentrateur, il est dans l'immeuble? Non. Ou dans la cour, ou dans la rue? Alors, je ne peux pas vous dire, parce que je ne fais pas partie d'Enedis, vous l'avez C'est compris. fondamental parce que c'est le rayonnement. Non, mais le truc, c'est qu'il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent, que si eux le refusent, ils en sont protégés, mais il suffit que le voisin ou n'importe qui, en face du concentrateur donné, l'accepte, ou que ça soit mis pour que l'ensemble du système devienne pollué, en fait. Hein. Voilà, donc il ne s'agit pas de s'opposer seulement soi, il faut que ce soit beaucoup plus général. S'il y a un seul Linky dans l'immeuble où vous habitez, par exemple, tout l'ensemble de l'installation sera pollué. Donc j'ai compris qu'on n'aurait plus d'accès visuel à notre consommation avec le Linky a priori. Alors en fait, si vous pourrez le faire, mais ça sera pour ceux qui se débrouillent bien sur Internet. Parce que il faudra... Mais sur l'appareil lui-même, on ne pourra plus rien voir. Si, comme l'ancien. Vous appuyez sur le bouton. Vous avez 3 lignes qui peuvent s'afficher, et il y aura même un petit bouton, ça sera rétroéclairé. on pourra voir, et vous verrez apparaître les données de base. Et qui est propriétaire de toutes ces données qui seront transmises par le Linky? Nos données personnelles de consommation d'électricité, qui en est propriétaire? Permettez-moi de répondre à ça, parce que j'ai une raison de bien vouloir y répondre. À l'origine, Enedis voulait que ce soit lui le propriétaire. Et c'est un amendement des députés écologistes à l'Assemblée. On a déposé 2 amendements à l'Assemblée, les écologistes, 2. Le premier amendement, c'était un amendement pour que chacun ait le droit de refuser le Linky. Cet amendement a été rejeté. Le deuxième amendement qu'on a déposé, c'est pour que les informations à la courbe de charge que j'évoquais tout à l'heure soient la propriété exclusive de l'usager. Donc personne d'autre ne peut avoir accès à cette courbe de charge, à ces informations, sauf avec l'accord de l'usager. Et là où je crains un petit peu, c'est que quand ils vont arriver dans la deuxième phase, avec les offres, ils vont faire des offres alléchantes, qui seront à des tarifs de quelques euros, hein, ça se comptera en 1 ou 2 euros par mois, ça sera très alléchant. Oui, au début, il y aura des offres très alléchantes. Ils diront, vous les offres alléchantes, mais vous nous donnez votre courbe de charge, vous nous transmettez votre courbe. Là, oui, je crains ça. Vous voyez? Mais ça, c'est pas joué complètement, ça, c'est une hypothèse que je dis. Et je serai vigilant. Nous serons extrêmement vigilants. Mais ça ne justifie pas, à nos yeux, de refuser Linky. Même si, bon, on ne fait pas la guerre à ceux qui le refusent, au contraire, on est très amis avec. Mais donc voilà, il faut dégonfler cette affaire Linky. Bon. Mais en tout cas, voilà, pour répondre très précisément à la question. Oui. Il y a une question ici. Oui, deux petites choses. Je crois que Linky, ça coûte 5 milliards, donc je ne doute pas que je serai un des consommateurs qui paiera l'addition. La deuxième chose, c'était un argument de Enedis pour les Linky, c'était de dire, actuellement, nous faisons 2 relevés par an vrais, et le reste, ce sont des estimations. Donc vous allez payer juste votre consommation. Or, moi, je suis... mon fournisseur d'électricité, c'est Enercop, qui me propose chaque mois d'envoyer le relevé, comme quoi on peut se passer un petit peu de cet argument
Voilà. Bien entendu. C'est un moyen de vous faire... Enfin, c'est la vaseline qu'on met autour de la pilule. Voilà. Alors, j'en viens à ma question. Vous avez parlé de la ville de Lyon, enfin, bon, comme test, il y en a eu d'autres en France, mais il y a aussi un point de repère qui est l'Allemagne. Je crois que l'Allemagne a mis en place également des compteurs comparables, qui ne sont pas forcément... Alors là, je n'ai pas très bien compris ce que j'ai lu, mais il me semblait qu'à la fois c'était par quartier de maison, et non pas forcément individuel, et que d'autre part, au lieu de tout changer d'un seul coup, on attendait qu'un compteur tombe en panne pour le remplacer par quelque chose de plus... Voilà ce que j'ai lu. C'est encore plus clair en Allemagne, hein, les champions de la transition énergétique, comparé à nous, en tout cas, la France, je veux dire. Le compteur, il n'y a pas de compteur Linky imposé aux gens. Il n'y en a pas du tout. Ils ont mis des compteurs équivalents Linky que pour les industriels, donc les très gros consommateurs. Ils ont considéré que il y avait zéro avantage intéressant pour le consommateur. Ils sont restés sur les bons vieux compteurs électroniques. Et je vous ai rappelé au début, enfin je vous le rappelle, parce que je vous l'ai dit qu'une seule fois, qu'on aurait pu avoir un objectif de réduction et de suivi de la consommation beaucoup plus fin en restant sur un système filaire qui n'aurait amené aucun problème sanitaire, donc aucune exposition, aucune pollution électromagnétique, qui aurait permis de conserver les compteurs qu'on a déjà, d'éviter de faire, parce que transition énergétique commençait par foutre en l'air 35 millions de compteurs qui marchent parfaitement bien, ça me paraît un peu moyen, c'est quand même une gabegie, et en plus, qui nous aurait permis de conserver notre bon vieux fil téléphone, parce que le bon vieux fil téléphone, c'est quelque chose qui a été déployé au cours des années, qui fait partie de ce qu'on appelle les communs, ça nous appartient en propre à tous. Ça fonctionne extrêmement bien, c'est ce qui est le mieux déployé partout sur le territoire, et il est prévu maintenant d'abandonner ce fil téléphonique qui nous appartient. Tout ça pour le plus grand intérêt des opérateurs privés qui nous proposent un système plus cher qui marche moins bien. Voilà, donc c'est important de savoir les décisions qui sont prises dans votre dos et la façon dont vous êtes dépossédé de quelque chose qui fonctionne bien mieux, qui nous appartient à tous et qui aurait été la vraie solution si la transition énergétique était le réel objectif qui était derrière la mise en place de ce compteur intelligent. C'est un gros mensonge. Parce que vous parlez d'Enercop, ça fait partie des gens que nous avons auditionnés. Et que vous êtes chez Enercop, vous pouvez les interroger à votre tour sur Linky, vous verrez qu'ils ont une position qui n'est pas tranchée du tout. Ils sont plutôt attentistes, parce qu'ils voient certains avantages. Ils sont, comme à moi d'ailleurs aussi, des questions sur l'évolution du compteur. Voilà, ils sont dans cette attitude-là. Je le dis au passage. Sur le coût, ça coûte 800 millions d'euros par an pendant 7 ans à Energis. À Enedis, dont le chiffre d'affaires est de 14 milliards par an. 800 millions par an pour un chiffre d'affaires de 14 milliards. Ils vont payer cet investissement, ils comptent bien se le rembourser à terme, sur plusieurs choses. D'abord, les économies que j'évoquais tout à l'heure, de personnel, les choses par là, des économies de personnel. Parce que il n'y aura plus la relève à payer, il y aura beaucoup moins de gens mobilisés en cas de panne, etc. Donc ils vont faire des économies là-dessus. Deuxièmement, ils vont faire des économies sur ce qu'ils appellent joliment les pertes non techniques, c'est-à-dire les fraudes. C'est important les fraudes, c'est plus de 2 millions d'euros par an. Enfin, il ne faut pas oublier que Enedis change entre 700 000 et 1 million de compteurs par an. Donc de toute façon, on change des compteurs, qui sont défaillants. Ça, c'est quelque chose qu'ils n'auront pas à dépenser. Voilà. Donc, c'est... Ils vont changer 35 millions. Oui, d'accord. Oui, mais additionner. Oui, mais en attendant... Oui, mais ça fait... D'accord, mais ça fait... de toute façon, il y a presque 1 million à changer par an, qu'ils n'auront pas à changer... Enfin, qu'ils auraient dû changer de toute façon. Qu'ils auront dû changer de toute façon. Maintenant, sur la durée de vie du compteur, puisque tu en as parlé tout à l'heure, je suis d'accord avec le chiffre que tu avances, c'est parce que c'est celui d'Enedis et qu'on n'a pas beaucoup d'autres moyens de le vérifier, même si moi je suis allé voir des revues très techniques qui sont d'ailleurs, je te l'avais dit, je ne suis pas d'accord avec elles, violemment anti-Robin des Toits, mais qui reconnaissent qu'il y a quand même des il y a des fragilités, alors là je ne rentrerai pas dans le détail, il y a des fragilités techniques à l'intérieur même
du compteur. Et donc, on ne pourra plus frauder, ne serait-ce que parce que tout est protégé par un capot. Dès qu'on enlève le capot, il y a un signal qui est envoyé à Enedis qui sait que là, il y a un viol qui est fait du truc. Joli au passage. Voilà, maintenant, sur la facture des gens, vous parlez de Lyon, on n'a pas enregistré beaucoup d'économies. C'est de l'ordre de grandeur, c'est 1%. 1% quand tout se passe bien. Mais avec le compteur de base. Avec le compteur de base. Et n'oubliez jamais qu'il y a deux compteurs, Enedis. Il y a le compteur de base et il y a le deuxième avec toutes ces offres qui nous seront faites, qui auront pour but d'adapter l'offre et la demande. Et ça, quand même, c'est intéressant. C'est un aspect intéressant en termes de transition écologique. C'est l'ERL, là, tu parles. Oui, oui, je parle de l'ERL. Mais l'ERL va rajouter de la pollution électromagnétique. Il ne le fait pas autrement. Donc. Alors, je suis d'accord aussi. Alors, on a encore un point d'accord. Je suis d'accord que l'ERL, c'est quoi? Ça veut dire que le compteur va être relié à vos appareils domestiques. Ok. Et il va y être relié comment? A priori, il va être relié par un système électromagnétique. Donc, ça introduit de la pollution électromagnétique dans les maisons. Mais ça, je suis entièrement d'accord avec ça. La bataille que nous menons, donc le Linky est le mais laissez-moi finir, la bataille que nous menons, c'est que la liaison entre le Linky et les appareils soit filaire, parce que c'est parfaitement possible. C'est parfaitement possible. Et si on a un Linky dans le Linky 2, le Linky avec les options, avec les offres, si ce Linky-là est relié aux appareils domestiques par du filaire, excusez-moi, j'y vois plus d'avantages que d'inconvénients. Mais on n'est pas sûr du tout. Mais pourquoi? Oui, mais on n'est pas sûr de l'inverse non plus. Pascal, la bataille intéressante, ce serait que le Linky lui-même devienne filaire. C'est possible, hein. Il y a un dispositif, tous les compteurs peuvent accepter du fil. Donc on peut le faire en passant par la gaine technique, ça s'appelle le GTL, la gaine technique du logement. Ça serait beaucoup plus intéressant de mener cette bataille-là maintenant, plutôt qu'après, quand on aura commencé de l'avoir dans la gorge et que nous allons descendre Parce dans qu'on ne les peut pas le standards. faire maintenant, c'est laisser rentrer le cheval de Troie. La bagarre est intéressante maintenant, oui. Non, je voudrais revenir pour être bien comprendre. Hein. Entre chaque appareil, en CPL, ça va à mon compteur. C'est bien ça. Oui. Puis ensuite, mon compteur, il va à un concentrateur. J'habite un immeuble de 300 logements. Les concentrateurs, ils sont où? Dans la cour. C'est totalement variable. On n'est pas industriel ni l'un. Vous ne savez pas. Non, mais c'est des électrotraitements. Ma question, c'est pour savoir l'électromagnétisme, la pollution électromagnétique. Est-ce que entre le concentrateur, il va où? Comment ça s'appelle? Mais il y en aura sur les toits. Non, attendez. Et le centre de traitement, vous voulez dire? Le centre de traitement. Après, ça passera par des antennes relais. Entre le concentrateur et le centre de traitement, là, il y aura des ondes électromagnétiques. Absolument, ça passera par des antennes relais. Alors, ça peut être sur les toits, ça peut être dans le jardin. Sur le fait que c'est la nuit, j'ai aussi des doutes, parce que quand on voit les différents documents d'Enedis, un coup, ils disent qu'on pourra suivre en temps réel, et d'autres coups, c'est on va relever que deux fois par 24 heures. Je ne sais pas comment ils font en temps réel et 2 fois par 24 heures. Parce que quand ça les arrange, ça va être en permanence. En temps réel, c'est tout le temps. Uniquement, Il faut pas être c'est 10 minutes entre minuit et 6 heures. Et ça a marché comme ça à Lyon. C'est que j'ai vu. Ça a marché comme ça à Lyon. J'ai vu que dans le monde d'aujourd'hui. Parce qu'on l'a vu à Lyon. Là, c'est pas l'intérêt des propriétaires, c'est les entreprises. Les entreprises énergétiques sont des cibles de choix de cyberattaques et ils pourront remonter jusque dans les centrales atomiques. Parce que, oui, puisqu'il y a des ondes, et puisqu'il y a des ondes entre le concentrateur et le centre de trucs, ils peuvent faire des pas loin d'une centrale atomique. C'est un article du Monde d'aujourd'hui. Hein. Oui. Alors, il est parfaitement exact que le système sera beaucoup plus fragile. De toute façon. Oui, absolument. Et n'importe quel donc il y a des gens qui imaginent qu'on pourrait aller jusque-là, on verra. De toute façon, le système de cette manière-là est beaucoup plus fragile. Et ça plaide encore pour ce que je vous disais tout à l'heure. On aurait mis en place un système avec fil, on était protégé de ce genre de fragilité. Et on avait un système qui était beaucoup plus fiable. Le texte, la fréquence et le taux de réussite des attaques augmentent dangereusement. Et donc ça, les mecs, ils pourront, si le mec, de toute façon, les hackers, ils sont toujours en avance sur les gens, sur les systèmes. Donc il y a un danger pour le truc. Alors, sur la question des libertés, le Linky est-il un mouchard? Oui, au même titre que le téléphone. C'est-à-dire qu'il est protégé par tout un tas de dispositifs légaux, etc.
Mais les écoutes téléphoniques, ça existait. Voilà. De la même façon, le ministre de l'Intérieur voilà, sera en capacité, soit parce qu'il aura obtenu le droit par la justice, soit parce qu'il violera le droit, ça lui arrive, d'avoir accès à cette courbe de charge que j'évoquais tout à l'heure. Si c'est que la courbe de charge, sincèrement, il ne va pas prendre grand-chose sur vous. Hein. Parce que la courbe de charge, il n'y a pas beaucoup d'infos. Ensuite, si vous prenez les options, les offres tarifaires, etc., qu'il accède à ça, il en saura un petit peu plus. Mais alors là aussi, franchement, excusez-moi, mais par rapport aux caméras de surveillance, aux Vélib, aux cartes de sécurité sociale, aux cartes bancaires, aux cartes commerciales, et j'arrête la liste, excusez-moi, je ne me trompe pas de combat, le combat je mène plutôt sur ce type de carte ou de vidéosurveillance que je viens de citer, que sur le type d'information qu'on pourrait apprendre chez moi à partir de ma courbe de charge. Et pour terminer sur le hacker, c'est pas chez vous le problème. Le problème, c'est le centre de traitement. Ce qui va être la visée d'action de malfaisants, qu'ils soient terroristes ou autres, c'est pas vous, monsieur, c'est pas moi. Ils s'en foutent de vous et de moi. Ça va être le centre de traitement. Mais ça, ils peuvent le faire déjà aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il y a déjà les centres de traitement. Qu'est-ce que vous croyez? Et alors, effectivement, quand on sait qu'ils sont capables d'aller infiltrer la NASA ou la CIA, comme on l'a vu il n'y a pas longtemps, on pense que le centre de traitement de RDF, mais ça, c'est pas de Linky. C'est un problème qui existe avant Linky. Linky ou pas, le problème, il existe. Je le déplore, mais il existe. Donc, là aussi, sur la question des libertés, vous voyez, je ne dis pas qu'il y a des possibilités de cela, mais il faut dégonfler cette affaire et se remettre dans le contexte. Et battons-nous pour les vrais sur les autres combats, de mon point de vue. Rebonsoir, c'est à nouveau moi. Je pense, enfin, il y a, comment dire, d'abord, c'est un sujet intéressant, parce qu'au final, il y a tellement de problématiques liées à ça, on l'a vu là dans notre discussion, on part dans beaucoup de sens, et c'est vraiment un sujet essentiel. Et vous aviez raison là quand vous disiez même il y a plusieurs combats à mener, mais en fait c'est beaucoup de différents combats se retrouvent dans ce sujet-là, Linky. Que ce soit les propriétés de données, que ce soit les informations réparties, que ce soit la pollution électromagnétique, tout se retrouve dans ce sujet-là. D'où la complexité de la chose. Je vais revenir là-dessus sur la complexité de la chose à la fin de mon intervention, je vais essayer de ne pas être trop long quand même. L'exemple allemand est un bon exemple. Aujourd'hui, donc en Allemagne, ils ont dit les compteurs intelligents, on ne les met que pour les très gros clients, où ça vaut le coup d'avoir, parce que c'est intéressant d'avoir la consommation pour une usine sidérurgique, pour des choses comme ça. Pour les particuliers, en fait, l'Allemagne, au final, a renoncé à arrêter le déploiement des compteurs à travers sur les maisons. Donc, l'argument en plus qui est utilisé parfois, où ça peut permettre, par rapport aux énergies fluctuantes, comme l'éolien, machin, tout ça, ça peut nous aider à lisser, mais c'est complètement pipeau, en fait. L'Allemagne, qui est le grand pays, enfin, il y a le Danemark qui est au-dessus, mais l'Allemagne, qui est le grand pays avec un réseau compliqué, ils ont des problèmes d'infrastructure, de grandes infrastructures électriques énormes, donc un pays compliqué en termes de répartition de l'énergie et des énergies fluctuantes. Ils font sans ces compteurs intelligents. Donc c'est réellement dire que les compteurs intelligents vont aider pour l'éolien, c'est complètement faux. Et ils ont arrêté le nucléaire. Ils ont arrêté le nucléaire avec raison, à mon sens. Et je suis communiste. Voilà, alors remarquez, et même sur la consommation électrique, alors on parlait aussi, enfin, et c'est même là où on ouvre un débat, on parle des voitures électriques et ainsi de suite. Enfin on le sait, on ne pourra pas consommer toujours plus d'électricité. Donc voilà, dire c'est bien, ça va nous aider à avoir des voitures électriques, la voiture électrique est un non-sens. Donc bon, c'est une autre discussion qu'on va ouvrir, et ainsi de suite. Les contrôleurs réseau, alors c'est quand même intéressant d'avoir des contrôleurs, et ERDF commençait déjà à les installer en fait, pour détecter les pannes dans le réseau. Mais c'est pas intéressant de les installer chez les particuliers en fait. Ces choses-là, c'est intéressant de les installer dans les armoires électriques de ville, voilà. En fait, pour répondre au monsieur, là, en fait, les répartiteurs, les concentrateurs seront installés dans les armoires que RDF a déjà. En fait, le contrôleur, le concentrateur
auquel renverra les informations de votre compteur, ce sera dans l'armoire électrique qui est déjà commune. Alors des fois, il y en a certaines qui sont dans des immeubles, des fois c'est à l'extérieur des immeubles. Faudrait suivre votre compteur électrique, votre fil électrique pour voir jusqu'où va le fil. Enfin, c'est là où il y a déjà l'armoire EDF. Et il va émettre bien entendu des ondes. Alors en fait, ce n'est pas, comment dire, ce n'est pas l'appareil en lui-même qui émet. Ce qui émet concrètement, il y a deux choses, comme c'était dit. C'est les fils où il y a le CPL. Donc le fil, en fait, dans le fil, on fait circuler le courant électrique d'une telle manière qu'il émet des ondes. Mais c'est les ondes qui sont justement intéressantes pour avoir les... C'est le fait de faire des ondes dans le fil qui permet de remonter les informations et la consommation. Voilà. Donc ce sera dans le fil, entre votre compteur et le concentrateur, puis après, dans le système qu'il y a entre le concentrateur et l'antenne. Au final, ce sont des antennes radio, donc ça marchera par radio. Il y a deux intérêts à ça, mais ce n'est pas des intérêts pour la population, ce sont des intérêts pour les grandes entreprises. Il y a deux intérêts. D'une part, c'est les informations qu'on récupère, comme vous avez parlé du big data. La courbe de charge en elle-même est l'information intéressante à utiliser. Parce que si on a la courbe de charge de manière précise, je veux dire, et le système est fait pour relever la charge instantanée. Donc voilà. Et en fait, sur une courbe de charge, on peut, c'est du traitement du signal, c'est assez simple en fait. À partir de votre courbe de charge, on peut savoir exactement ce que vous faites. On peut savoir quel film vous regardez à 20h30, puisque chaque film a une signature de consommation. Et à partir de la courbe de charge, on peut retrouver cette signature. C'est facile. En fait, c'est un film. C'est le bon exemple, moi, je pense. Un film, en fait, où il y a plein d'images blanches, consommera plus de courant qu'un film où il y a plein d'images noires. Et en fait, on peut, à partir de chaque film, on peut établir la signature de consommation énergétique du film. Donc, on peut en savoir quel film vous avez regardé le soir. Oui, et j'arrête. Alors, deuxième intérêt quand même, oui, je laisse. Deuxième intérêt quand même, et ça on en a peu parlé, en fait c'est la casse du service public. Voilà. Et ça, c'est aider les opérateurs privés à accéder aussi et à rentrer sur le marché. Ça fait partie de la chose. Et ça, bon, moi je suis au fond de gauche, je pense qu'il est important quand même d'avoir des entreprises qui délivrent l'énergie et que ce soit des entreprises publiques et non des groupes privés qui ont avant tout intérêt pour leurs actionnaires. Voilà pour l'instant. Merci. Si les questions pouvaient être courtes et les réponses courtes, ce serait bien parce qu'il y a beaucoup de mains qui se lèvent. En même temps, ça c'était très intéressant. Ça apportait des infos. Monsieur, vous êtes très rassurant quant aux valeurs de niveau de pollution apportées par le Linky. Or, l'ANSES a été saisi par le ministère de la Santé et le rapport n'a toujours pas été rendu. Comment pouvez-vous cautionner le déploiement du Linky alors que nous ne sommes pas sûrs de la nocivité de ce Linky? Mais inversement, vous n'êtes pas... Enfin, comment dire, vous me dites que je ne suis pas sûr que ça ne fait pas de mal, j'ai envie de vous dire, vous non plus, vous ne pouvez pas prouver. Mais le principe de précaution existe en tant qu'élu. Alors, on est totalement d'accord, et par exemple en matière d'ondes électromagnétiques, et Étienne le sait bien, sur les antennes relais, je dis qu'il y a un principe de précaution, on en sait assez, le débat est contradictoire, il n'est pas clos, il est alimenté en partie, je suis d'accord, par les lobbies, mais n'empêche que on ne peut pas avoir de certitude. Et les élus, ils doivent, en fonction de l'état des choses, assumer une responsabilité, dire, voilà, moi je dis, on en sait assez pour limiter le seuil d'exposition à 0,6 volts par mètre. Voilà. Bon. Maintenant, pourquoi 0,6, pourquoi pas 1? Parce qu'il faut bien mettre une limite. Elle est arbitraire, cette limite. Elle est arbitraire, mais je m'appuie sur ce que je connais de discussions. Sur le Linky, pour avoir regardé, vraiment. Ma conviction, quand je dis je répète qu'elle est partagée par tout le groupe des élus parisiens conseillers de Paris, parmi lesquels il y a Yves Contasso, qui est le père de la première charte de la téléphonie mobile.
comment dire, l'état du débat nous laisse clairement entendre que voilà, le Linky n'est pas le monstre polluant qu'on entend parfois, que le CPL 3, n'est pas plus polluant que l'ADSL, et beaucoup moins, que de nombreux équipements qu'on a à la maison, les plaques électriques, sans parler des plaques à induction,